On les voit peu, mais les femmes sont elles aussi bien présentes dans l'univers de la tech et de l'innovation au Fénois. Ce soir, je vous propose un épisode un peu spécial avec notre invitée Jessica Shinfo. C'est parti. Yorana Jessica. Yorana Manon. Alors, donc, tu es une enfant du Fénois, tu as fait tes études aux États-Unis. Aujourd'hui, tu vis entre le Fénois et la Californie où tu as monté ton entreprise. Tu as accompagné de nombreuses entreprises, institutions dans leur développement tech. Et d'ailleurs, en janvier dernier, tu étais au CES à Las Vegas, c'est ça ? Ouais, j'ai eu la chance de poursuivre des études en Californie. J'ai mes toupounas qui sont ici, je suis bien une enfant du Fénois. Et j'ai œuvré depuis plus de 15 ans dans le secteur de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Et il y a quelques années, oui, j'ai monté une société donc, en Californie et aussi sur Tahiti pour accompagner des entreprises, des startups, des fonds d'investissement, des accélérateurs et des institutions publiques dans leur développement tech. Et à travers cela, j'ai été au CES, pas mal de fois, mais cette année, j'ai été pour une première édition que j'ai cofondée avec des collaboratrices et des amis, Lamia Amou qui est franco-marocaine, Aminata Bassen qui est franco-sénégalaise, pour lancer le premier pavillon africain au CES. C'était une très belle aventure. On est toutes des filles de la diaspora, on va dire, francophone, dans l'innovation. Et à chaque fois, on est là, où sont les gens qui nous ressemblent, au fait. Et dans cette lancée-là, on a voulu déjà porter le continent africain sur ce salon. Et tu fais aussi partie de la French Tech Polynésie. Est-ce qu'on peut s'imaginer, est-ce qu'on peut souhaiter un jour voir un stand de la Polynésie au CES à Las Vegas ? Ce serait magnifique, franchement, d'avoir un stand polynésien, océanien au CES. Je pense que ce serait une belle avancée de notre écosystème d'innovation. Je pense qu'on est encore un peu loin de là. On a pas mal de choses à mettre en place au niveau de l'infrastructure, de l'accompagnement, de la formation dans l'innovation. Mais c'est faisable, c'est sûr. En 2022, déjà, j'y étais, j'ai représenté le SWAC au pavillon suisse. Et là, il y avait un intérêt de plusieurs groupes et d'investisseurs qui sont, on va dire, sensibles aux enjeux environnementaux. Et ça faisait plaisir de montrer que la Polynésie française, oui, on développe des technos qui adressent nos défis, enfin les défis de plusieurs, de sites isolés dans la production énergétique. Donc ce serait top de continuer dans cette envergure-là. J'ai parlé, ça fait quelques années déjà que je parle avec le Consumer Technology Association, qui est l'association américaine de technologie qui produit le CES. Et je leur dis, ce serait top d'avoir un pavillon, enfin une délégation océanienne. Et eux, ils seraient ravis de recevoir des ministres, présidents, représentants de l'Océanie pendant la conférence. Ils les invitent d'ailleurs. Et déjà là, rien que ce premier pavillon africain a montré à d'autres de mon réseau de l'Océanie leur intérêt pour 2026. Donc là, semaine dernière, j'ai déjà eu un représentant de Nouméa qui m'a dit compte sur moi pour ta délégation océanienne. Donc c'est déjà un début. Elle aussi, elle fait partie de l'écosystème de l'innovation. On la présente presque plus, Heyura Itaeteta. Nous sommes allés à sa rencontre. La SASP Tahiti Progro Tahiti existe depuis 2019. Donc au départ, on était une école de langue, on est toujours une école de langue en Rio Tahiti, où on propose des cours en présentiel et en distanciel, mais surtout des immersions. Et depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, on a lancé une plateforme qui s'appelle Ereo, qui est une plateforme d'application mobile pour les langues autochtones, pas seulement les nôtres, mais du monde.
Pour cet événement-là, qui s'appelle LT for All, ça veut dire Languages Technologies for All, ils ont réuni à peu près 400 personnes en présentiel et un peu plus de 250 personnes en distanciel dont le sujet principal sont les langues autochtones. Donc il y avait à la fois des chercheurs, des communautés, il y avait des gouvernements, des organisations et quelques entrepreneurs dont je faisais partie. Donc en fait, moi j'étais invitée pour intervenir sur la 3e journée qui était donc la journée sur les solutions. Et moi, mon propos, il s'est basé notamment sur défendre l'économie de la culture, parce que ça c'est important de pouvoir défendre un peu le fait qu'une culture peut avoir une économie et que c'est pas un gros mot. Et aussi défendre l'idée et la vision de Ereo, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui commencer à digitaliser les langues du monde. Bon, il y a 7000 langues dans le monde, mais il y a quand même pas mal de langues autochtones, minorées, régionales qui méritent aujourd'hui d'avoir une digitalisation ou qui devraient être digitalisées pour leur permettre d'exister dans cet écosystème digital. Alors, Auratech, c'est un concours qui existe depuis 3 ans maintenant et qui valorise les femmes de la tech. Donc, tout secteur confondu, le but étant de valoriser surtout l'accès à l'investissement. Au départ, il y a 160 pays quand même qui sont représentés et la Polynésie fait partie des 10 pays, je trouve ça. Et 10 pays face à des grands pays, entre guillemets, quoi. On est la seule île du Pacifique Sud qui est représentée dans un concours international. Et ça, c'est une fierté pour mon Fénois. Dans la tech, il y a beaucoup de concours, mais c'est souvent des hommes qui sont représentés. Donc le fait d'avoir des concours qui sont réservés à des femmes, c'est plus valorisant et on concourt dans les mêmes catégories. Au-delà du fait que ce soit des femmes ou des hommes, il y a quand même peu de projets tech finalement qui émergent de Polynésie. Et c'est sans doute parce qu'il y a encore quelques obstacles et quelques freins pour développer vraiment sereinement sa boîte. Là, de manière très pratique, par exemple, quand on habite en Polynésie, on ne peut pas ouvrir de compte développeur sur les stores, que ce soit Apple ou Google. Donc, si on ne peut pas avoir de compte développeur, on ne peut pas publier des applications, par exemple, sur les stores. Quand on est en Polynésie, l'accès au financement, qu'on soit un homme ou une femme, c'est quand même très compliqué. Il y a 3 gros acteurs en Polynésie. Il y a Invest in Pacific, il y a la Sofidep et il y a BPI France. Donc c'est super. Il y a quand même des solutions. Mais c'est sûr que si tu montes ta boîte à Paris, t'es pas du tout dans le même écosystème, t'as pas du tout les mêmes opportunités et ça reste quand même vraiment compliqué de lever de l'argent, je trouve, ici et ça prend du temps. Moi, je suis toujours très admirative du parcours des entrepreneurs, mais surtout quand ce sont des femmes. Et j'adore avoir des conseils de femmes. Pour la Polynésie, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'entrepreneurs femmes. On n'est pas énormément, mais on est quand même, on existe. Et après, le but, c'est pas non plus, messieurs, d'écraser qui que ce soit. C'est juste de dire que, peu importe le genre, tu vois, si t'es motivé, si t'es un bosseur ou une bosseuse, si t'as une super idée, en fait, peu importe ton genre. Mais on n'est pas encore à ce genre de réflexion. Donc, on vient de voir Heyura. Est-ce que tu as l'impression que les femmes sont suffisamment représentées dans l'univers de la tech, et notamment en Polynésie ? Très bonne question. J'œuvre justement pour qu'il y ait plus de parité dans ce secteur. Pour le moment, on a à peine 27% des femmes qui travaillent dans le secteur de la tech au niveau mondial et à peu près 30% qui ont un poste de direction. Donc je pense qu'on a encore pas mal de chemin à faire. En Polynésie, on a quand même pas mal de femmes qui sont à la tête d'écosystèmes. Jennifer, qui fait partie du projet, qui est la chef de projet de Nahiti à l'Université du Pacifique. Et on a Emeline de l'incubateur Prism également, qui font partie d'acteurs clés, on va dire, en Polynésie, sur Tahiti, à inciter l'entrepreneuriat, spécifiquement dans la technologie également. On a vu Heyura, qui est une de nos entrepreneuses dans le SaaS model et qui répond aux défis culturels que nous avons. Donc je pense que là, on verra pépites, je pense, d'entrepreneuses dans les années à venir. Merci beaucoup Jessica d'avoir accepté notre invitation dans Métafénois. Avant de se quitter, on va faire un tour de l'actualité technologique à l'international.
Selon plusieurs médias, l'opérateur européen de satellites Eutelsat est en discussion avec les institutions européennes pour déployer davantage de terminaux de connexion à Internet en Ukraine. Le 3 mars, le président américain Donald Trump a annoncé une pause dans l'assistance militaire fournie par Washington à l'Ukraine. Une annonce qui a soulevé des interrogations autour du réseau Starlink d'Elon Musk, proche du président, très utilisé dans le pays depuis le début du conflit. Crypto-monnaie, plusieurs grands acteurs du secteur ont été reçus par Donald Trump à la Maison-Blanche le 7 mars dernier. La veille, le président américain a signé un décret actant la création d'une réserve stratégique de Bitcoin. Le conseiller à l'IA et aux crypto-monnaies David Sachs a comparé ce nouveau fonds public, dont la valeur atteint environ 17,5 milliards de dollars au cours actuel, aux réserves d'or américaines. Merci d'avoir suivi ce numéro de Métafénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.